Alors, deuxième partie de la vidéo. Je m'étais arrêté, j'allais expliquer un petit peu le théorème sur la loi faible des grands nombres. J'en suis à ça. Bon, euh, théorème qui est important, pas très compliqué à retenir, très intuitif, vous allez voir. Non, je le lis rapidement. Si on répète un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence d'apparition d'une issue devient proche d'un nombre qui est la probabilité de cette issue. Alors, en gros, on imagine, si vous prenez une situation avec du pile ou face avec une pièce, d'accord, on est d'accord que vous n'avez que deux choix possibles. Hein, vous n'avez que deux issues. Soit vous avez pile, soit vous avez face. Voilà. Imaginons que je fais 100 lancers, 10 lancers de pièces. Je fais 10 lancers. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 5 fois pile et 5 fois face exactement. Non. Non, je peux très bien avoir du 8 piles et du 2 face. C'est tout à fait possible. Je peux avoir 10 fois pile, 0 fois face. C'est possible aussi. D'accord? Mais en fait, plus vous allez faire de lancers, je prends un exemple avec 100 lancers, et plus en fait, cet écart que vous devriez avoir entre le 5 et 5, là, eh il va tendance à s'amenuiser. Genre, sur 100 lancers, s'il faut, je veux avoir, je sais pas moi, 45 piles, 55 faces. Ben, en fait, si vous faites la fréquence d'apparition, la fréquence, c'est quantité concernée sur quantité totale. Hein. Autrement dit, ici, ce serait quoi? Ce serait 8 sur 10 pour des piles, ce serait 2 sur 10 pour de faces. Donc là, ça fait 0,8, 0,2. Pas ouf, hein, on ne voit pas trop qu'on est à 0,5. Hein. Okay. Si vous le faites ici, vous allez avoir du 45 sur 100 et vous allez avoir ici du 55 sur 100. Là, on commence à se rapprocher beaucoup plus du 0,5. Et en fait, si vous commencez à prendre pas 100 lancers, mais 1000 lancers, 10 000 lancers, 100 000 lancers, etc., etc., ben, vous allez commencer à avoir une fréquence qui va petit à petit s'approcher de 0,5. Et plus on fait un grand nombre de lancers, et plus ça s'approche de 0,5. L'idée de la loi faible des grands nombres, elle est là. D'accord? Donc, moi, ce que j'avais dit, c'était avec le coup du lancer de punaise. Si on voulait trouver la probabilité pour que soit vous ayez cette position-là, soit que vous ayez cette position-là par rapport au sol, comment faire? Bah, c'est très simple. Vous lancez plein de fois votre punaise, mais alors beaucoup de fois, et vous regardez les positions, soit comme ça, soit comme ça. Et on imagine, je fais un exemple au pif, hein, on fait un exemple 1 million de lancers, et on voit que sur 1 million de lancers, ici, ça tombe, je ne sais pas moi, 700 000 fois, et là, ça tombe 300 000 fois. C'est un exemple. Et ben, après, je vais regarder la fréquence d'apparition, et la fréquence, c'est là où vous devrez tendre la probabilité pour obtenir cette position ou cette position. D'accord? La puissance de la faible des grands nombres, en fait, c'est ça, c'est que on ne connaît pas la probabilité qu'un événement puisse se réaliser, on n'en sait rien. Et bien on n'en sait rien, c'est pas grave. On va faire l'expérience, on va la faire plein de fois, comme des brutes. Beaucoup, 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 beaucoup. Et à la fin, on compte. Et on regarde les fréquences d'apparition, on dit, ben, comme on l'a fait énormément de fois, la fréquence d'apparition qu'on a là, eh ben, c'est grosso modo la probabilité que ça arrive. L'idée, elle est là. C'est vraiment un truc qui est super puissant, ça, en maths. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein, ouais. Quand je disais il suffit de faire un très grand nombre de lancers et de savoir combien de fois elle retombe sur la pointe, on calcule la fréquence, etc. etc. Alors maintenant, hop, je fais ça un peu. Le problème, je fais typiquement avec 1 million de lancers, on va commencer à avoir une bonne estimation de la proba. Le problème, c'est que vous voyez, vous prenez une punaise et vous la lancez là, 1 million de fois. Ça va être long, hein. Ça va être long et puis ça va être embêtant. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis des idées. Est-ce que vous avez des idées pour faire ça? Alors, s'il y en a qu'on me trouvait, une idée différente de celle que je propose, hein, je suis preneur, hein, vous pouvez me l'envoyer en commentaire ou autre, je serai très content. Moi, mon idée, c'est de se dire, je répartis la tâche. Je ne vais pas le faire tout seul. Je n'ai pas envie de faire 1 million de lancers tout seul. Hein. Par contre, j'imagine s'il y avait 100 000 personnes qui faisaient 10 lancers chacune, bon,
On collecte les données, c'est fini. Ouais, monsieur, 100 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Ok, tu fais 10 000 personnes avec 100 lancers. Ouais, monsieur, ça fait beaucoup. Ok, c'est vrai. Tu fais 1000 personnes avec 1000 lancers. Monsieur, 1000 lancers, c'est beaucoup. Ouais, 1000 lancers, c'est 10 jours avec 100 lancers. Je veux dire, sur un certain laps de temps, sur assez court, c'est pas énorme. Et 1000 personnes, ça se trouve très facilement. Tu collectes les données et tu regardes combien de fois ça tombe là-dessus, combien de fois ça tombe là-dessus, c'est gagné. Tu as bien fait ton million d'expérience. Voilà, l'idée c'était celle-là. Si vous avez d'autres idées, moi je suis preneur. Après, la partie plus technique, parce que pour moi c'est la partie vraiment mathématique que j'aime bien. Tout ce qui est probabilité d'événements contraires, d'événements incompatibles. Et pour faire tout ça, je vous ai introduit un petit peu de notation. Donc, on va faire cette notation. Je ne sais pas où j'ai mis mon chiffon. C'est une catastrophe, c'est comme en classe. Je ne sais jamais où je mets les trucs. Alors, on y va. Là-dedans, il y a un petit peu de vocabulaire qu'il faut connaître, hein, parce que le problème des exos de Provence, c'est que vous avez un vocabulaire qui est spécifique, et là, vous allez en voir tout le temps. Donc, on l'a vu la dernière fois. A, c'est un événement, par exemple. A bar, c'est le contraire. Donc, c'est l'événement qui regroupe toutes les issues qui ne réalisent pas l'événement A. Après, j'ai marqué cette espèce de U. Alors ça, c'est l'union. On appelle ça l'union. D'accord? L'union, ça se fait toujours entre deux événements. Et le pendant de l'union, c'est ce qu'on appelle l'intersection. D'accord? Hop, l'intersection. Ça se note avec un U, mais à l'envers. Monsieur, le U couché, ça existe, le truc comme ça. Ouais, ça s'appelle l'inclusion. Tu dis que A est inclus complètement dans B. Je vais le faire. Je ne l'ai pas fait dans mon cours, parce que normalement, vous n'en avez pas besoin. Hein. Mais je vais le montrer celui-là, parce que vous le verrez de toute façon quand vous serez au lycée. Donc, ça, j'ai fait des schémas. Hein. Si vous prenez un petit peu la suite du cours, j'ai fait des schémas. Donc, j'ai fait les schémas pour l'événement contraire. Alors, techniquement, quand j'ai défini ce qu'était un événement contraire, moi, je l'ai fait avec des issues. Si on veut le faire vraiment d'un point de vue du schéma, il faut se dire que si vous avez, hop, un premier ensemble qui est là, d'accord? Vous avez un ensemble A qui est ici. Si A en rouge, c'est A, et bien tout le reste, c'est votre événement contraire. Je le assure juste. Parce que j'ai pas envie de tout faire en coloriage. Voilà, votre contraire, c'est tout le reste. D'accord? C'est vraiment tout le reste. Donc typiquement, vous pouvez avoir aussi un autre schéma où vous dites, monsieur, en fait, j'ai un ensemble ici. D'accord? Dans mon univers oméga, là, dans mon univers oméga, hop, marqué. Si je mettais un ensemble qui avait cette forme-là, imaginez, ça c'est mon événement, lila. D'accord? Comme ça. Et bien, si ça c'est votre événement A, votre événement A, il peut être en deux parties, c'est pas un problème. Ben, le contraire de ce truc-là, c'est tout le reste. Tout ce que je hache. Sans jamais hacherer les deux trucs que j'ai mis là. D'accord? C'est juste ça. Hein. C'est juste ça, d'un point de vue du dessin. Après, alors, celui-ci va être facile à comprendre. Celui-ci va être un peu plus dur. Alors, on va commencer par le plus dur. Hop, j'imagine, j'ai mon formulaire là-dedans, et j'ai un premier événement A qui est ici, et j'ai un événement B qui est là. Alors, le cas le plus, entre guillemets, c'est pas le plus dur, mais c'est celui qui paraît le moins intuitif parfois. Si je fais A union B ici, ben c'est tout ça et tout ça. A union B, ça veut dire tout ce qui est à la fois dans A ou alors dans B. Le ou est important, c'est-à-dire que la petite croix là, elle est bien dans A union B. Monsieur, elle n'est pas dans A. Oh, non, on s'en fiche. Soit c'est dans A, soit c'est dans B, soit c'est dans les deux. D'accord? Du moment que ça appartienne à A ou à B, c'est bon, c'est gagné. Donc là, la petite croix que j'ai fait, par exemple, elle serait bien dans A union B, c'est pas un problème. Alors maintenant, les dessins, en fait, vous en avez plusieurs. Vous avez ce type de cas-là, mais vous avez un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est celui-ci. Hop.
truc. Et je prends A qui est comme ça. Et puis je vais prendre B, et B il est comme ça. Vous voyez le truc? Là j'ai B, et là j'ai A. Voilà la question. Comment on fait? Comment on fait pour représenter A union B? On a dit que A union B, c'était tout ce qui était dans A ou dans B. Je regarde. Est-ce que là, je suis dans A? Oui, je suis dans A, je suis dans A, je suis toujours dans A. Dans tout ça, je suis dans A. Et là, je suis dans B. Bon, ben, je suis dans B. Ok, toujours dans B. Toujours dans B. Et monsieur, quand on est là, et quand on est dans les deux, bah, si vous êtes dans les deux, vous êtes soit dans A, soit dans B, de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème, ça marche. Et donc, en fait, votre A union B, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça devient tout ça. Et là, on peut tout assurer, on peut y aller. D'accord? Il faut imaginer que, si vous voulez l'imaginer un peu autrement, vous prenez comme une espèce d'enveloppe, d'accord? Ça vient faire tout le tour. Alors, il faut imaginer que je passe exactement sur le trait noir. Je ne le fais pas parce que sinon, ça va faire un truc horrible. Alors, votre A union B, c'est tout ça, tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est les deux cas que vous aurez. Ensuite, l'avant-dernier cas, le A inter B. Alors, celui-ci, en général, c'est celui que les élèves comprennent le plus facilement. Imaginez, premier cas le plus facile à voir, j'ai A ici et j'ai B ici. A inter B, c'est ce qui est à la fois dans A et dans B. Pas ou, hein, c'est un et. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit et dans A et dans B. Je prends un exemple. Là, je suis dans A. Je ne suis pas dans B. Donc, lui, là, il ne peut pas être dans A inter B. Je suis ici, je suis dans B. Je ne suis pas dans A. Donc, je ne peux pas être dans A inter B. Je suis ici, je suis dans A. Je suis aussi dans B. Je suis dans A inter B. Donc, en fait, ça correspond à ça. Qui est ici. Et monsieur, il se passe quoi si en fait A et B, ils sont comme ça? C'est vrai. Allez. Donc, je fais. Je suis là. Là, j'ai A. Puis là, j'ai B. Bon. Ben, A inter B, dans tout ça, c'est quoi? Ben, A inter B, ben, c'est rien du tout. Vous voyez bien. Si je suis dans A, je ne suis pas dans B. Si je suis dans B, je ne suis pas dans A. Donc, A inter B, et ben, en fait, techniquement, il n'existe pas. D'accord? Alors, ça porte un nom quand vous avez une intersection d'événements comme ça, qui en fait ne contient aucun élément. On ne dit pas qu'elle vaut 0, on dit qu'elle vaut l'ensemble vide. Voilà, vous verrez cette petite notation quand vous serez au lycée. Donc voilà, et vous verrez que la probabilité de l'événement en ensemble vide, ça vaut 0. Donc on a fait ça, on a fait ça, on a fait le dernier là, qui n'est pas dans le cours, mais je vous le fais quand même. Si vous avez compris ces histoires-là, ça c'est très facile. A est inclus dans B. Bon, ben regardez, là, je vous fais un petit schéma. Imaginez, là j'ai B. A, il est là. Par exemple, c'est des exemples à chaque fois. A, il est ici. J'ai bien l'ensemble A qui est complètement compris dans l'ensemble B. Ici, ce n'est pas le cas. A n'est pas inclus dans B. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il existe des éléments de A qui ne sont pas, qui ne font pas partie en fait de l'événement B. Tandis que ici, tous les éléments de A sont forcément dans l'ensemble B. Dans ce cas-là, on dit que l'événement A il est inclus dans l'événement B. Monsieur, on peut avoir des exemples? Ouais. Je prends mon fameux B. Mon événement B, c'est j'obtiens une face avec un nombre pair. Et l'événement A, c'est j'obtiens 2 ou 4. Bah, l'événement j'obtiens 2 ou 4, il est complètement compris dans l'événement j'obtiens un nombre pair. Voilà, par exemple. Et c'est tout. Ça c'est super visuel, en général, ça marche plutôt bien. C'est après quand il faut l'appliquer à des exercices que là,
Ça peut être un petit peu plus délicat, mais vous inquiétez pas, ça il y en a plein, on le fait à partir de tableaux, ça devient beaucoup plus intuitif. Alors, hop, on continue. Je commence à avoir le tableau qui est pas terrible. Il va falloir laver tout ça. On va pas être fou. Je poursuis. J'ai fait donc tout ce qui était intersection, union, etc. Le dernier truc qui me manque à faire là, c'est les fameux événements incompatibles. Alors, je vais prendre deux événements, donc A et B. J'ai dit à qu'ils sont incompatibles. Vous vous rappelez la définition de l'incompatibilité, hein, c'est-à-dire que les deux événements ne peuvent pas se réaliser en même temps, c'est-à-dire qu'ils ne partagent aucune issue en commun. D'accord? Donc grosso modo, c'est vos deux ensembles qui sont séparés. D'accord? Quand vos deux ensembles sont séparés, on dit qu'ils sont incompatibles. L'idée, c'est ça. Mais quand vous avez cette propriété-là, il y a un truc qui est cool, c'est que quand vous voulez calculer la probabilité de l'union de deux événements, eh bien, c'est juste la somme des probabilités de vos deux événements. Ah, ça paraît naturel, ça. Il faut savoir que dans le cas général, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche que si A et B sont incompatibles. D'accord? S'ils sont incompatibles, alors oui, j'ai cette égalité-là. Monsieur, s'ils ne le sont pas, alors ça donne quoi là? Ben, dans le cas général, votre formule, que vous verrez évidemment lycée, c'est celle-ci. Voilà. Je ne vous demande pas de la prendre celle-là. Celle-là, vous n'allez pas à la prendre, hein, d'accord? Mais vous la verrez au lycée. Un peu plus long, c'est pas bien méchant. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Monsieur, ça sort d'où? Parce qu'on commence à y avoir des trucs de partout là. En fait, vous imaginez un exemple. Imaginez. Vous êtes là. D'accord? Bon. On va prendre le cas où c'est incompatible. Je prends A, je prends B. D'accord? Et hop, hop. Je vais faire des petits croix là. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? On avait dit que quand on voulait calculer la probabilité d'un événement, c'était la somme des probabilités de tous les événements élémentaires en fait qui constituaient cet événement-là. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, P de A, ben, je vais calculer la probabilité de cette issue, qu'elle se réalise, la probabilité de celle-ci, probabilité de celle-ci, je les somme sans me donner la probabilité de A. Je vais faire pareil ici, probabilité de lui, probabilité de lui, probabilité de lui, probabilité de lui. Je somme, ça me fait la probabilité de B. Ben, vous voyez que si je fais P de A union B ici, la réunion, c'est lui et lui, ben, ça va bien être P de A plus P de B. Ça ne pose pas de problème. Non, là où ça va poser problème, c'est quand vous avez une intersection. Hop, je fais ma petite intersection là. Imaginez, vous avez A qui est là, vous avez B qui est ici. Et je vais faire exprès évidemment qui est hop, une issue entre les deux. Là, on va rajouter des issues à l'extérieur parce qu'on a envie. Et on va simplifier les choses en disant qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? J'ai 8 issues. 8 issues, chaque issue a une chance sur 8 de se réaliser. Ça marche? Si je faisais cette formule-là, P de A union B, c'est P de A plus P de B, qu'est-ce que je vais trouver? P de A, pour A, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 issues. Donc P de A, c'est 4 huitièmes. Voilà. Et puis je vais faire P de B, tiens. 1, 2, 3, il y a 3 issues. Il y a 3 issues sur combien au possible? Sur 8, on l'a dit. Et du coup, ça me fait 7 chances sur 8. D'accord? Bon, maintenant, je réfléchis un petit peu et je ne sais pas si vous l'avez vu, regardez ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Cette issue qui est là, qui est au milieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai compté 2 fois. Donc en fait, ça là, c'est pas P, ça c'est pas P de A union B. Hein.
pas du tout. P de A union B, c'est quoi? Je vais prendre l'ensemble A union B, qui est celui-ci là. Clac. Clac. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 issues. J'ai dit que j'étais dans une situation d'équiprobabilité pour faciliter les choses. Donc P de A union B ici, c'est 6 sur 8. C'est pas pareil. D'accord? Et en fait, c'est pour ça que je fais ça là, dans la formule. Enfin, que je fais ça, c'est pour ça qu'il y a ça dans la formule, ce truc-là. Là. C'est pour ça qu'il y a un P de A inter B. Parce qu'en fait, le A inter B qui est ici, d'accord, toute cette région-là, en fait, dans le P de A plus P de B, vous la comptez deux fois. Quand je compte le A et quand je compte le B, cette petite surface-là, j'ai compté deux fois. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, je l'enlève. C'est pour ça que la formule, le moins P de A inter B, il provient de là, en fait. Tout simplement. D'accord? Mais bon, vous dites ça, vous ne vous en servirez pas, vous vous servirez que de ça, si vous avez un moment donné à vous en servir. D'accord? On ne va pas plus loin que ça. Donc là, vous voyez, le cadre général, ok. J'avais fait. Ah ben oui, j'avais fait un exemple, je suis bête. Bon, c'est un exemple qui. Alors je vais le refaire, parce que c'était un exemple du tableau. Mais c'était la même chose. Hein. Je crois que j'avais fait avec combien? J'avais dit dans le schéma, il y aura 13 issues au total, les petites croix, on les suppose équiprobables. Donc j'avais pris un grand, hop, un truc comme ça. Ok, j'avais pris A qui était ici. J'avais pris B qui était ici. Et à l'intérieur de A et de B, donc dans l'inter, il y en avait 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 ici. 1, 2, 3 ici. Et à l'extérieur du tout, il y en avait 1, 2 et 3. Ok. Bon. Bon, mais dans ce cas-là, imaginez, situation d'équiprobabilité. Allez, on y va. P de A, qu'est-ce que c'est? Nombre d'issues qui réalise A divisé par nombre d'issues au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je sais que c'est sur 13. Il y a combien d'issues qui réalisent A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. P de B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur 13, parce que ça n'a pas changé. P de A inter B. 1, 2, 3. C'est bon? Vous avez ici A, ici B. Ah ben P2. Tiens, A inter B, juste c'est ça là. A inter B, il est tout ici. Il y a 3 issues. Du coup, 3 sur 13. P de A union B. Est-ce que les événements sont incompatibles? Non, pourquoi? Parce qu'ils ont une intersection commune et ils partagent des issues. Du coup, une issue peut réaliser 2 événements en même temps, donc ces 2 événements ne sont pas incompatibles. Bon, ben on y va. Le A union B, qu'est-ce que c'est? Ben c'est tout ça là. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur du grand truc que je vous montre ici. Il y a combien d'issues? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et monsieur a marché votre formule de tout à l'heure, P de A plus P de B moins P de A inter B. Ben tiens, on va regarder. P de A 7 treizième plus P de B 6 treizième, ça fait 13 treizième, moins P de A inter B, moins 3 treizième, 13 treizième moins 3 treizième, ça fait bien 10 treizième. Pas de souci, ça marche. Un petit truc que j'ai pas fait. La probabilité de l'événement contraire de A. On va vite fait, vous voulez hein? A, il est là. Ça A. Combien il y a d'issues dans A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Bah, il y a combien d'issues qui ne réalisent pas A? Bon, ben, normalement, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, la probabilité de là-bas, ben, c'est 6 treizième. Ou sinon, c'est ce que j'ai marqué normalement un petit peu plus en bas. Hop, je redescends pour être sûr. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait en fait dans les événements contraires. Vous avez une formule en fait
qui est ultra pratique, hein. Celle-là, elle est à connaître. P de A bar, c'est 1 moins P de A. Moi, en comptant, j'ai trouvé 6 treizièmes. Et sinon, en fait, rien qu'en connaissant ça, on y va. 1 moins 7 treizièmes. 1, c'est 13 treizièmes. Moins 7 treizièmes. Et ça fait combien? Mais ça fait bien 6 treizièmes. Et ouais, en proba, vous allez avoir tout un tas de calculs avec des fractions. Et là, c'est méga simple, hein. Ça se complique après par la suite, hein. Vous verrez, quand vous ferez les probabilités conditionnelles et tout, même si c'est techniquement pas très dur, vous allez avoir des fractions à manipuler. Mettez-vous à jour sur les règles de calcul avec des fractions. Sinon, ce serait dommage. Donc voilà. J'avais dû donner quelques exemples. Alors, pour les événements incompatibles, là, j'avais pris un D cubique non truqué. Je mettais A un nombre impair, B le nombre est impair. Ben ouais, A et B ne se réalisent jamais en même temps. On peut donc dire que P de A union B, c'est P de A plus P de B. Ça pose pas de souci. Alors, on peut le faire sous forme de schéma, hein. On peut le faire sous forme de schéma, histoire d'ôter tout doute de votre tête. Allez. Allez, toujours votre fameux univers là. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5 ici, on va prendre 6 là. Bon, donc on avait dit que A c'était le nombre impair. A. Oh, ben, le nombre impair, allez, c'est ça. Ça c'est A. Et vous avez ensuite B, ben, le nombre est impair. Hop là, ça c'est B. Bon, ça partage aucune issue en commun. Donc là, si je veux, je peux faire que P de A union B, c'est bien P de A plus P de B. Au passage, ça formerait 1, puisque A et B ici sont forcément contraires. Ils sont à la fois incompatibles et à la fois contraires. Ensuite, j'avais mis quoi? Ah oui, C, le nombre est pair, et D, le nombre est 6. Alors, hop, 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 on fait ça. On rabote un peu. Bon, là, j'avais noté C, c'est ça? J'ai pas noté. Ok, d'accord. On note C, pas de problème. Je change. Là, j'ai C. On imagine que ben là, j'ai D. Bon, ben, ces deux événements, ils ne sont pas incompatibles. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il se trouve que si on tombe sur l'issue 6, eh ben, elle réalise à la fois D et à la fois C. Donc dans ce cas-là, si je commence à faire P de C union D, c'est pas P de C plus P de D, hein. Ça ne va pas marcher là. Monsieur, ce serait quoi? En fait, ici, c'est juste P de C. Monsieur, pourquoi? Le D, il est inclus complètement dans C. Donc en fait, ici, c'est un peu bizarre ça, hein. Quand on fait des ensembles, C union D, c'est comme si c'était juste C, quoi. D'accord? Si vous prenez un tout petit sac que vous mettez dans un grand sac et vous dites qu'est-ce qu'on observe à la fin? On observe que le grand sac, quoi, le petit sac qui est compris à l'intérieur. L'idée, elle est un petit peu là, dans l'inclusion. Donc ici, la probabilité de C union D, ce serait juste 3 sur 6, donc un demi, par exemple. Voilà. Et puis c'est tout, je crois. Je râle un petit peu. Ah oui, ici. Je reviens sur les événements contraires. Donc, vous vous rappelez les événements contraires, hein, je vous ai donné la formule tout à l'heure. Bon, je vais la remarquer. J'ai marqué ça. P de A bar, c'est 1 moins P de A. Alors évidemment, vous pouvez faire. Vous pouvez switcher, hein, vous pouvez dire que P de A c'est 1 moins P de A bar. Hein. Ça marche aussi. Hein. Il y en a un même qui écrit ça sous forme P de A bar plus P de A égale 1. D'accord? P de A bar plus P de A égale 1. On le marque aussi comme ça. Bon, moi j'aime bien celle-là, façon de faire. Après, au choix. Parce que très souvent, en fait, on se sert de A bar. Enfin, bon. Bref.
Ici, j'avais donné un exemple sur des expériences aléatoires consistant à lancer un dé non truqué 2 fois. Et on considère l'élément, j'obtiens au moins une fois la face 5. Et si vous voulez calculer le P de A de ce truc-là, à la façon brute, c'est faisable, hein, mais c'est pas si évident que ça au premier abord. Et remarquez bien la phrase est marquée « J'obtiens au moins une fois la face 5 ». Au moins. Faire gaffe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux l'avoir une fois, mais je peux également l'avoir 2 fois. D'accord? Donc, si on veut calculer ce P de A là, c'est pas si évident que ça. Alors que si on calculait lui là, ce serait super facile parce que si on a P de A bar, on peut tout de suite calculer P de A. Comment? On sait que P de A c'est 1 moins P de A bar. D'accord? Donc si vous déterminez P de A bar, vous calculez très facilement P de A. Mais monsieur, c'est quoi A bar? Hein? Si votre A, c'est j'obtiens au moins une fois 5. Au moins une fois 5. Qu'est-ce que c'est A bar? A bar, c'est je n'obtiens jamais 5. Je ne l'ai jamais. J'ai lancé 2 fois mes dés, je ne suis pas tombé sur 5 une seule fois. Jamais. D'accord? Ça, c'est l'événement contraire. Ça, en fait, c'est beaucoup plus facile à calculer, ce P de A bar. Je n'obtiens jamais 5, d'ailleurs, c'est 25 sur 36. Alors, comment j'ai fait moi? Moi, je connais un petit peu mes règles. Je sais que quand je fais 2 fois la différence indépendante, j'ai juste à multiplier les probabilités. J'ai 5 chances sur 6 la première fois de ne pas avoir de 5. Et j'ai encore 5 chances sur 6 de ne pas l'avoir. Et en fait, comme je fais 2 expériences, hop, j'ai besoin de multiplier comme ça. Alors, ce truc-là, ça ne sort pas nulle part, vous avez les explications. Les explications, elles viennent d'où? Elles viennent des arbres de probabilité. Ça, c'est la dernière partie du cours. Alors, quand vous voulez schématiser les choses en proba, très souvent, vous allez faire des arbres. Ah, on appelle ça arbre parce que ça fait penser à des arbres, tout simplement. Donc, dans le cas où je lance ma pièce, par exemple, avec ma fameuse pièce qui est équilibrée et tout nickel, vous allez avoir des trucs comme ça. Vous avez pile, vous avez face. Dans le cadre d'un dé, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et ce que vous apprendrez quand vous faites un arbre des possibles, vous êtes dans une situation d'équipe probabilité, vous considérez que là vous avez une chance sur 2, une chance sur 2. Ici vous avez le nombre de branches, ça va être 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6 et 1 sur 6. D'accord? Ça, c'est le cadre classique quand vous êtes en troisième. Alors évidemment, si c'était juste que ça, bon, c'est pas qu'il n'y a pas trop d'utilité, mais c'est pas très compliqué. Non, les arbres, là où c'est cool de le faire, c'est quand vous allez devoir lancer plusieurs fois une pièce, plusieurs fois un dé, effectuer plusieurs fois un choix, effectuer plusieurs fois un test. D'accord? C'est pour ce genre de choses-là en fait que les arbres, ça peut être utile. Alors, parce que c'est super méga long à faire par moment, je vais le faire juste avec une pièce. D'accord? Donc là, je passe aux expériences aléatoires où je fais 2 fois en fait mon expérience, d'accord? Je fais 2 fois mon lancer de pièces, je fais 2 fois mon lancer des ce genre de choses-là. Moi, je le fais avec une pièce. Le fameux tirage à 2 épreuves. La première fois, soit j'ai pile, soit j'efface. D'accord? Oh, il y avait un mauvais jeu de mots à faire avec j'efface. J'efface. Terrible. Bref, allez, je refais. Ça, c'est ma première épreuve. Enfin, allez. Moi, je fais ça. Alors, vous le verrez. Je ne suis pas sûr que vous verrez ça au lycée présenté comme ça. Moi, j'aime bien le faire. Voilà, j'écris première épreuve. Et après la première épreuve, j'ai quoi? J'ai la deuxième.
Et c'est là où c'est intéressant. C'est quoi ma deuxième preuve? C'est quoi ma deuxième partie de l'expérience? Je relance une pièce. D'accord? Donc quand je suis ici, imaginons que j'ai eu pile la première fois, je relance une pièce. La même. Donc, soit j'ai pile, soit j'ai face. Mais si j'avais obtenu face, la première fois, j'aurais eu, la deuxième fois, je peux avoir pile ou je peux avoir face. Et vous voyez cette notion d'arbre un petit peu qui apparaît, vous voyez, comme un arbre. Au début, ça fait une branche, ça fait deux branches, puis deux branches, ça fait quatre branches, etc. etc. C'est pour ça, en fait, qu'on considère ça un petit peu comme un arbre. Et monsieur, ça a vu une troisième épreuve. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et monsieur, s'il y avait une quatrième épreuve, et bien, au bout de chaque branche, tu refais de nouveau deux branches, etc. etc. Donc là, quand il n'y a que deux choix, quand il n'y a que deux issues possibles, c'est pas embêtant à représenter. Hein. Et quand vous avez un dé, vous en avez 6, et sur chacune des 6 branches, vous devez refaire vos 6 choix. Au bout de 2 épreuves, ça fait déjà 36. Au bout de 3 épreuves, vous êtes à 216. Au bout de 4 épreuves, vous êtes à 6 fois 216. Hein. Ça va commencer à faire 1296, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Bon, vous voyez, ça explose quoi en fait en termes de possibilités. Ça va très très vite. Du coup, à représenter, c'est pas terrible. C'est pour ça que j'ai fait donc avec deux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez essayer de regarder les issues qui composent ce truc-là, c'est quoi les issues possibles? Alors moi, il y en avait plein, il me dit, monsieur, c'est soit pile, soit face. Et non, ça, c'est pas les issues possibles. D'accord? Ça, ce sont les issues possibles du premier lancé. Ou uniquement les issues possibles du second lancé. Mais si je prends les issues possibles qui retracent le premier et le deuxième lancé, eh bien, je dois tout noter. Pile, 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 face, face, pile, face, face. Vous avez 4 issues possibles qui sont chacune équiprobables là. Toutes ces issues-là. Mais si je regardais maintenant la probabilité, c'est quoi ma probabilité d'obtenir, par exemple, une fois pile et une fois face, eh bien regardez, la probabilité d'obtenir une fois pile et une fois face, peu importe l'ordre, hein, parce que si je conserve l'ordre, là c'est différent, mais peu importe l'ordre, eh bien j'ai 2 issues sur les 4 au total, donc j'ai bien une chance sur 2. La chance d'obtenir 2 fois pile d'affilée, ben, c'est une chance sur 4, et la chance d'obtenir 2 fois face d'affilée, ce serait une chance sur 4 également. Et si je fais la probabilité de ça, plus la probabilité de ça, plus la probabilité de ça, ben, je retombe sur 1. Je retombe sur toutes les propriétés en fait, que j'ai énoncées là, juste avant. Donc voilà, pour les arbres. Alors quand on arrive à comprendre ça, pour le dé, ben, on a notre petite idée. Alors j'ai fait le schéma sur le PDF que je vous ai envoyé. Alors là, je vous avoue, je ne vais pas faire le schéma au complet parce que ça va être méga pénible. Hein. Alors, je fais la première, là j'ai 1, là j'ai 2, là j'ai 6. On imagine que là, il y a toutes les oranges. En fait, là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blablabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, si vous regardez bien, il suffit de compter le nombre de chemins pour avoir le nombre d'issues. J'ai un chemin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc., etc. Et si vous faites ça, vous verrez que vous avez 36 chemins au total. D'accord? Vous avez donc 36 issues possibles. Et maintenant que vous avez ces 36 issues possibles, moi, mon truc, c'était de savoir quelle chance j'ai d'obtenir au moins une fois 5 quand je lance mon dé. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est compter le nombre de chemins où il y a le 5 qui apparaît. Bon, alors pourquoi pas, hein, ça risque peut-être d'être pénible. Mais c'est faisable, mais il faut passer par ça. Sinon, vous vous dites, ben, tiens, en fait, c'est quoi la probabilité de ne jamais avoir le 5? Vous pouvez aussi le faire comme ça, vous pouvez aussi compter les chemins là. Bon, voilà.
Est-ce que j'ai loupé un truc? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je réfléchis. Non. Non, non. Ouais, non, non. Rien oublié. Donc voilà. Ah si, retrouver le calcul peut-être. Retrouver le calcul, ce serait bien. Donc, hop, hop, je vais regarder. Je vais donc compter le nombre de chemins, ça je l'ai fait, il y en a 36. Je vais compter le nombre de fois où j'ai un 5 et un seul, ou deux, hein, qui apparaît. Ben, regardez en fait, dans le premier, il y a un 5 qui est ici, ça compte une fois. Le 5 qui apparaît ici, ça compte deux fois. Dans le 3, donc ça fait un, 2. Dans le 3, une troisième fois. Dans le 4, une quatrième fois. Dans le 5, toutes les possibilités marchent, puisque le 5 est sorti au moins une fois. Quel que soit le résultat que vous obtenez après, ça va marcher. Et dans le 6, il faut qu'il intervienne une fois. Et donc, vous obtenez quoi? Vous obtenez 11. Vous avez 11 fois où vous avez eu une fois le 5 au moins qui apparaît. Et donc, dans ce cas-là, votre probabilité, ce serait 11 sur 36. Et si vous faites le contraire de 11 sur 36, enfin, le contraire de l'événement qui est au moins obtenir une fois 5, c'est je n'obtiens jamais 5 et ce sera 25 sur 36. Parce que si j'additionne les probabilités de deux événements qui sont contraires, alors forcément je retombe sur 1. 11 plus 25, 36, 36 sur 36, ça fait bien 1. Voilà. Et là j'ai tout fait. Cette partie-là, elle n'est pas. C'est pas qu'elle est compliquée, mais il faut, il faut absolument s'atteler à faire ces fameux arbres de proba. Je vous donne un dernier petit exemple que je n'ai pas mis dans le cours, parce que j'aime bien faire des trucs en plus, hein, ça vous savez très bien. Allez, imaginez, on va prendre une urne. Ça. Dans cette urne, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre des boules bleues, parce que j'ai du bleu. J'en ai une, deux, trois. Et puis je vais prendre des boules noires. Une et deux. Je dois aller du tirage avec et sans remise. Imaginez, je fais deux tirages. D'accord? Ça marche? Je fais deux tirages. Et j'aimerais savoir la probabilité d'obtenir au moins une boule bleue. D'accord? Donc vous voyez l'expérience, hein, je tire une boule, je rate la couleur, je tire une deuxième boule. Ben là, il y a deux cas en fait. Vous avez le cas sans remise et vous avez le cas avec remise. Le cas avec remise, c'est comme quand vous jouez au loto. Hein, quand vous jouez au loto, vous regardez si elle a tiré la boule 10, la machine, elle ne remet pas la boule dedans. Hein. D'accord? C'est ça en fait, un tirage qui est sans remise. Alors on y va. Tirage sans. On va faire d'abord le tirage. Bon, on va faire le sans remise. Qu'est-ce qui se passe la première fois? Ben, monsieur, on n'a que deux choix. Soit on a du bleu, soit on a du noir. Si vous faites ça, vous allez avoir un problème. On suppose que les boules sont indiscernables au toucher, qu'il y a un couvercle dessus, on ne peut pas les voir, etc., etc., évidemment. Sinon, ce n'est pas une expérience aléatoire ce qu'on fait. Le problème ici, c'est que si je considère juste la situation obtenir une boule bleue ou obtenir une boule noire, ce n'est pas une situation d'équiprobabilité. Vous le voyez bien, il y a plus de boules bleues que de boules noires. Donc techniquement, j'ai un petit peu plus de chance d'obtenir une bleue que d'obtenir une noire. D'accord? Donc si vous faites cette représentation-là, techniquement, c'est pas correct. Alors là, ce qu'il faut faire, plutôt, c'est se dire, on imagine que chacune, nous, dans notre arbre, on va la discerner. On va dire que ça, c'est la boule bleue 1, la boule bleue 2, la boule bleue 3. Et ça, c'est la boule noire 1. Et ça, c'est la boule noire 2. D'accord? J'aurais dû mettre des B, là. Je ne l'ai pas fait. Je le fais. B1, B2 et B3. Faisons un arbre. Premier tirage. J'ai donc B1, B2,
B3. Et regardez déjà, je m'y suis mal pris pour mon arbre, mais c'est pas grave, on va faire avec. Là, j'ai N1. Et là, j'ai N2. Très très moche, mon arbre. Très très moche. Et je vous encourage vivement à faire beaucoup mieux. Donc, soit je tire la boule bleue 1, la 2, la 3, soit la boule noire 1, ou soit la 2. D'accord? Et quand j'ai fait ça, vu que c'est sans remise, admettons que je suis dans cette situation-là, j'ai combien de boules qui restent dans l'urne? J'en ai plus que 4. Au départ, j'en avais 5. Et si j'en prends une et que je ne la remets pas dedans, il ne me reste que 4. Il va me rester 4 fois, il va me rester juste B2, B3, N1, N2. Et là, il va me rester quoi? Il va me rester B1, B3, N1, N2. Et là, il va me rester quoi? Il va me rester B1, B2 et N1, N2. J'ai pris la première noire, du coup il me reste B1, B2, B3 et N2. Et si j'ai pris N2, il me reste B1, B2, B3 et N1. Combien est-ce que j'ai de cas possibles? Ben, je compte, en fait, j'ai 4. Non, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 chemins possibles au départ, chacun se subdivisant en 4 chemins. Donc en fait, là, j'ai 20 issues. 5 fois 4. J'ai 20 issues au total. Et donc, si je veux obtenir au moins une boule bleue, c'est-à-dire que j'obtiens une boule bleue ou deux, bon, ben, on y va. Ça correspond à quel chemin? Lui, lui, lui et lui. Monsieur, pourquoi lui? Ben, j'ai obtenu une boule bleue. C'est bon, je rentre dans l'événement, je le réalise. Ouais, mais monsieur, en fait, on pourrait aller beaucoup plus vite. Ben ouais, on pourrait aller beaucoup plus vite en se disant quoi? En se disant qu'en fait, c'est que les cas où on a eu noir et noir. Donc lui, là, je ne le compte pas. Et lui, je ne le compte pas. Donc, en fait, la probabilité d'obtenir au moins une boule bleue, eh ben, ça va commencer à faire beaucoup. Moi, je vais regarder juste les contraires. J'en ai 2 qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Donc, au final, c'est combien? Ça va être 18 sur 20. Je simplifie un petit peu la fraction, ça fait 9 sur 10. D'accord? On peut compter après si vous voulez, mais ça donne ça, quoi. Bon, voilà. Et monsieur, c'est super, super relou ça, on ne peut pas faire autrement. Alors si, vous allez voir qu'en seconde, techniquement, si vous allez voir en seconde sûrement, ils vont faire ce qu'on appelle les arbres pondérés. Ça, c'est bien joli, mais c'est super pénible. En fait, ça, vous pouvez le transformer en juste ça. Bleu, noir, hop, je fais ici, et à nouveau bleu, à nouveau noir, à nouveau bleu, à nouveau noir. Vous faites juste comme ça. Mais vous savez que ce n'est pas équipe probable. Et donc en fait, on marque sur les branches les probabilités pour qu'il y ait votre événement qui apparaisse. Donc par exemple ici, la première fois, pour avoir du bleu, vous avez 3 chances sur 5. Et pour avoir du noir, vous avez 2 chances sur 5. Pour avoir du bleu, tirage avec remise. Si un bleu a été enlevé, j'ai plus que 2 boules bleues, 2 boules noires, donc c'est 1,5, 1,5. Et pour ici, si j'ai une noire qui a été enlevée, c'est 3 quarts, 1 quart. Et quand vous êtes là, la règle pour calculer votre fameux obtenir au moins une boule bleue, ça va être quoi? Ben, ça va être tous les chemins, vous regardez les chemins où vous avez au moins une boule bleue. Vous avez votre premier chemin, votre deuxième chemin et votre troisième chemin. Monsieur, il y a plusieurs nombres. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que quand vous changez de chemin, vous additionnez, mais quand vous restez sur le même chemin, vous multipliez. Alors, allez, je fais B et B, bleu et bleu. Je reste sur le même chemin, donc j'ai un 3 cinquièmes fois 1,5. Hop, je prends un autre chemin, bleu, noir, qui marche. Je change de chemin, j'additionne. 3 cinquièmes fois 1,5, parce que ça, je suis sur le même chemin. 3 cinquièmes fois 1,5. Je change de chemin noir-bleu, donc plus 2 cinquièmes fois 3 quarts. Et le dernier chemin, noir, je ne le prends pas. Et bien ça, là, si vous le faites, moi je parie qu'on retombe sur 9 vingtième. Donc, du calcul de fraction, encore une fois, que vous êtes censé connaître,
Ça va donc faire 3 dixièmes plus 3 dixièmes plus 6 vingtièmes. Ouais, mais 6 vingtièmes, c'est 3 dixièmes. Et donc, c'est 3 dixièmes plus 3 dixièmes plus 3 dixièmes. Ah, ça fait bien 9 dixièmes. Voilà, l'idée est là. Donc ça, c'est quand vous faites du tirage sans remise. Il y a plusieurs façons de faire. Vous comptez comme brut, ou alors vous passez par les événements contraires. Il y a toujours plusieurs façons de faire en général. Et après, vous avez le avec remise. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire mon arbre, alors je ne vous le refais pas, mais dans l'idée, vous avez B1, B2, B3, N1, N2, et à chacune, vous avez de nouveau B1, B2, B3, N1, N2. Donc là, vous n'avez plus 20 issues, vous en avez 25. Et ouais, vous avez 5 branches principales avec 50 branches par branche principale. 5 x 5, 25. Et dans ce cas-là, si je vous faisais rapidement le truc, alors moi je le fais avec mon arbre de proie pondéré comme ça, vous il faudrait que vous fassiez avec des mais je ne ferai pas des trucs aussi gros, et de toute façon au brevet, on ne vous mettra pas des arbres aussi énormes que ça. Et ça, c'est pas au brevet au passage, les arbres pondérés, ne vous inquiétez pas. Je vous le mets là comme ça, histoire de, mais c'est pas au brevet ça. Donc moi je le fais, j'ai bleu, noir, bleu, noir, bleu, noir. J'ai dit avec remise, hein, donc c'est 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, hein, 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, et c'est de nouveau 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 2 cinquièmes. Moi, je ne vais pas m'amuser à faire les additions de chemin, c'est beaucoup trop long. Je connais l'événement contraire de obtenir au moins une boule bleue, c'est ne pas en obtenir. Si je n'en obtenais pas, ça veut dire que j'ai eu que des noirs. Que des noirs en correspond à ce chemin-là. Donc 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Attendez, hop. Parfait. Donc 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes, c'est-à-dire 4 25e. Ça, c'est la probabilité d'obtenir, je marquais NN, ça. Donc la probabilité d'obtenir au moins une bleue, eh ben, c'est le contraire. Et donc du coup, c'est 1 moins 4 sur 20e, donc c'est 21 sur 25. Voilà. Et si on compare 21 sur 25 avec 9 dixièmes, on voit que ce n'est pas tout à fait pareil. Si vous voulez avoir une idée, ça vous faites x4, ça fait 84 centièmes, tandis que là c'est à 90 centièmes. Petite différence. Donc voilà, les sans remise avec remise, c'est absolument essentiel à connaître, ça par contre. Pour le lycée, vous allez manger que des trucs comme ça. Et vous verrez que tout ce qui est tirage avec remise, c'est techniquement... Allez, je réfléchis. Non, j'allais dire une bêtise, donc je ne dirai pas la bêtise. Donc voilà, en gros, si vous arrivez à comprendre tout ce que j'ai raconté là, c'est la fête. Alors évidemment, je sais pas que je suis allé vite, je suis allé à vitesse normale. Quand on est en classe, d'habitude, vous pouvez poser des questions, je m'arrête, je rate vos têtes, je vois que ça va pas, je réexplique. Là, je peux pas. Hein. Moi, là, je prends une caméra, je fais mon truc, quoi. D'accord? Donc, s'il y a des choses que je peux améliorer, il va falloir me le dire dans les commentaires. Et monsieur, vous pourrez écrire un petit peu plus gros. Monsieur, la luminosité, ça va pas. Alors, la luminosité, ça va être compliqué, parce que le problème, c'est que j'ai un peu mal orienté mon tableau et je ne peux pas le bouger. Donc, il va rester là, tant pis, on ne peut pas faire autrement. Mais je peux essayer de mieux écrire, plus m'appliquer si vous souhaitez. Mais il faut me le dire. Si j'écris pas assez gros, il faut me le dire. Si on ne voit pas bien les couleurs, dans ce cas-là, je ferai que noir et bleu. Et puis, si vous voulez écouter d'autres trucs, vous revenez en arrière. Vous voulez regarder un truc, vous mettre sur pause pour un schéma ou autre. Il y a plusieurs trucs, quoi. D'accord? N'hésitez pas. Ne faites pas juste lecture, j'ai vu la vidéo, oh, j'ai rien compris, vous vous arrêtez là. Non, revoyez-le, quoi. D'accord? Parce que là, je sais pas, j'ai passé combien de temps. Ouais, j'ai dû faire, je crois, j'ai dû faire 45 minutes, peut-être quelque chose comme ça. Bon, techniquement, ça prend plus de temps. Hein. C'est juste que là, voilà, je vous dis, j'ai pas de questions. Alors j'essaie de passer un petit peu tout en revue, tout ce qui peut m'aller par la tête. Mais n'hésitez pas à poser des questions, hein, je vais vous répondre. Et ça, c'est que la partie cours avec des petits exemples. Bien entendu, après, il va y avoir une partie exercice. Alors, la partie exercice, je vous l'ai donné, je vous ai plein d'exercices en PDF. Le but n'est pas de tout faire. Bon, si vous faites tout, tant mieux. Hein. Mais c'est pour vous entraîner. Vous allez avoir une espèce de banque d'exercices. Bon, tiens, c'est cool, on peut essayer d'en faire tout un tas. Moi, je vais tout corriger par contre.
D'accord? Donc à l'entrée, vous allez avoir la vidéo va être grande par contre, parce que là, s'il doit corriger tous les exercices que je vais vous donner, je vous avertis, ça va être un peu lourd. Donc il faudra trier. Je mettrai peut-être moi dans le titre de la vidéo les minutes à partir de laquelle commencent les exercices. Comme ça, vous pouvez vous repérer. Voilà, voilà. Bon, écoutez, moi j'ai fini. Il me semble que j'ai rien oublié. Donc n'hésitez pas. Il y a un truc pas clair, ben, vous me dites. Et moi je refais. Voilà. Mais sur ce, ben, je vous dis à une prochaine. Au revoir.